Bien, je vous propose de démarrer et de procéder à l'appel. Monsieur Jackie Bertin. Merci. Monsieur Biret. Monsieur Boissineau. Monsieur Bouillot. Monsieur Bréau. Madame Champarneau. Ah oui, pardon, je ne voyais pas. Madame Dabin. Madame Drouin. Là. Monsieur Foulonneau. Monsieur Fourage. Monsieur Gerbeau est absent et vous a donné pouvoir, Monsieur Fourage. Pardon, j'ai pas entendu. Monsieur Gerbeau ? Ah mince. Ah, bon. Très bien. Enfin, très bien, non, c'est pas très bien, mais excusez-moi pour lui. Ah, non. Ne faites pas de polémique inutile, s'il vous plaît. Madame Growin, elle est absente, je la vois pas. Bon, c'est pas nouveau. Elle est là, non? Ok. Madame Guignard, Mademoiselle Guignard, je l'ai vue. Monsieur Guyonnet, qui devait être absent, est là. Voilà, il est présent. Donc, il ne donne pas pouvoir à Monsieur Vergniaud. Monsieur Augbon, il est présent. Madame Muetz. Oui, là. Madame Levrière. Madame Légeron. Présent. Monsieur Lemoine. Monsieur Macor. Oui, voilà. Ariel Memto, présente. Monsieur Pierre-André Mettet. Monsieur Minier. Monsieur Pétorin est absent et a donné pouvoir à Madame Légeron. Mademoiselle Quignou, elle est là. Madame Roux, voilà. Madame Roussillon, présente. Madame Saint-Cyr, merci. Madame Ségui est absente et a également donné pouvoir à Monsieur Fourage. Donc vous savez qu'exceptionnellement, dans le cadre de la crise, on peut avoir effectivement de pouvoir, pardon. Mademoiselle Trudeau est présente. Monsieur Verdon, il arrive, il est sur le parking, donc on va dire qu'il arrive, il est présent. Monsieur Vergniaud, il est là. Et Madame Griot, elle est là. Voilà, Gérard Griot. Voilà. Très bien. Alors, je vous propose donc pour commencer de faire la désignation d'un secrétaire de séance. Donc, il était prévu Monsieur Pétorin, mais il n'est pas là. Donc, on propose Madame Drouin, si on accepte le principe. Merci. Alors, quelques petites observations suite au dernier conseil. Monsieur Bertin, vous aviez demandé l'état des lieux et l'analyse du patrimoine de la ville. Donc, ce point sera traité lors de la prochaine commission urbanisme, renouvellement urbain. Les services sont en train de travailler, donc ce sera examiné pour le prochain conseil. La prochaine commission, pardon. Madame Vera Griot, vous souhaitiez que l'on vous transmette le rapport d'activité du COS. L'Assemblée générale n'ayant pas eu encore lieu, le rapport d'activité n'a pas pu être voté, donc il vous sera transmis dès que nous en serons destinataires. Voilà. Très bien, parfait. Monsieur Fourage, la convention cadre passée avec le club de rugby, donc vous avez été transmis le 19 mars dernier, je crois. Et puis, vous avez dû recevoir, je crois, aujourd'hui également l'aménagement, le cahier des charges pour l'aménagement du cœur de ville à laquelle le cabinet Préau a répondu. Et en même temps, vous nous aviez sollicité pour les deux groupes, concernant le COPIL pour la requalification de la rue de la République au Déblossac. Donc, on avait noté, je crois, que Madame Champarneau, pour le groupe de Monsieur Fourage, serait présente, je pense. Vous confirmez, Madame Champarneau ? Et puis Monsieur Bertin, pour votre groupe. Voilà. Donc, vous avez dû recevoir le procès-verbal. Donc, je voulais savoir si vous aviez des observations sur le procès-verbal du dernier conseil, du 16 mars. S'il y avait des questions, pas d'observations. Donc, je propose d'approuver le procès-verbal du conseil municipal donc, du 16 mars. Qui est contre, qui s'abstient. Donc, merci, c'est adopté. Madame Légeron, si vous voulez procéder à la première délibération concernant les décisions prises par le maire par délégation du conseil. Merci, monsieur le maire. Donc, vous avez la liste de 24 dossiers qui ont été traités entre le 8 mars et le 25 mars.
et aucun dossier n'a fait l'objet d'une préemption pour la ville. Il y a un dossier relatif aux droits de préemption de fonds de commerce artisanaux et baux commerciaux qui a été déposé, qui n'a pas fait l'objet de préemption. Alors là, il s'agit de la Maison du Fumeur qui se trouve 73 rue de la République. Ensuite, dans les décisions, vous avez des conventions de mise à disposition de locaux, un avenant à une convention, vente de biens mobiliers, vente d'une tondeuse, indemnisation par le Groupama, un avenant à une convention de prêt d'œuvres d'art, une décision modificative pour une redevance occupation des hangars aéronautiques, une convention de mise à disposition de l'ancienne école primaire Marceau-Breteau pour la gendarmerie. Ensuite, vous avez la liste de 22 concessions funéraires. Ensuite, les marchés, vous avez des travaux, donc des travaux concernant la muraille Baron, la dévégétalisation, et l'avenant numéro 3 concernant un marché de l'aménagement de 2 commerces sur la rue des Orfèvres, donc la création de... que ça concerne ma boutique à l'essai. Ensuite, dans les travaux, vous avez 7 lots concernant la création de l'espace Solidarité, des travaux de voirie qui concernent Tiraco, la Plaine des Sports et des options sur la Plaine des Sports, donc pour un total de 933 859 € et 20 centimes. Pour les fournitures et services, vous avez l'impression du magazine de la ville pour l'année 2021, l'application citoyenne publique, le diagnostic bâtiment du 38 rue Gaston-Guillemet, la maintenance et l'assistance de l'utilisation de progiciels, l'avenant numéro 1 au marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de création de l'espace Solidarité et mobilité durable, mission d'élaboration du plan de déplacement communal. Merci Madame Légeron. Avez-vous des questions sur ces décisions? Oui, Monsieur Bertin. Allez-y. Ah oui, alors c'est toujours le même cinéma. Il faut appuyer longtemps, ça chauffe. Et puis après, je crois qu'on éteint et on relance, je crois. Voilà. Bien, merci Monsieur le maire. Non, simplement une question concernant l'espace des solidarités. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quand est-ce que la décision a été prise de créer cet espace-là? Première question. Deuxième question, je voudrais nous rappeler aussi les associations qui sont concernées par ce projet. Alors cet espace, nous travaillons depuis bien 2 ans maintenant sur cet espace. Initialement, il était prévu que s'installe donc l'épicerie solidaire, qui est déjà dans une partie du bâtiment, la Convention Saint-Vincent-de-Paul, le Secours populaire et la Croix-Rouge. Et depuis, la Croix-Rouge, ça fait maintenant une petite année que la Croix-Rouge nous abandonne. Et donc, il reste les 3 autres associations dans cet espace. D'accord. Ça veut dire que les délibérations avaient été prises il y a 2 ans? Oui, le projet est monté, on le monte depuis 2 ans, oui. La décision a été prise il y a un moment, oui. D'accord. Étant élu depuis 9 mois, donc c'est pour ça que je n'avais pas souvenir de la date à laquelle cette décision avait été prise. Oui. D'accord. Voilà, par rapport à ça. Concernant les travaux de voirie, c'est clair. Ce que je veux dire, c'est qu'on a eu donc des rectificatifs là, depuis hier, ce qui prouve que les livres ont été relus. C'est bien. Ça aurait été bien de les relire en amont quand même, parce que nous, au niveau de l'opposition, on travaille les dossiers, et effectivement, c'est plus simple pour nous, parce qu'on a été obligé de recaler tout à l'heure, aujourd'hui, certaines petites décisions. Voilà. Pendant que j'ai la parole, Monsieur le maire, juste un souhait. À propos des travaux, on a déjà voté les travaux du CTM phase 2. Est-ce qu'il serait possible d'organiser une visite pour les élus de ce nouvel espace? Parce que je pense qu'il serait bien quand même que les élus se rendent compte un peu de la manière dont est structuré le CTM.
Bien sûr. Alors, pour répondre à cette question avec plaisir, bien sûr. Alors, soit maintenant, si vous voulez voir la première phase, soit plus tard quand la deuxième phase sera construite, puisque aujourd'hui on entame la phase 2 avec les ateliers, mais ça peut se faire maintenant. Alors évidemment pas maintenant parce qu'on est en période de confinement, en tout cas de restriction, mais en juin éventuellement ça peut être organisé. Je laisse le soin à Monsieur Vergniaud éventuellement de vous accompagner avec Monsieur Pétorin, et ceux qui le souhaitent évidemment pourront éventuellement, et on fera la proposition à l'ensemble de l'équipe sans problème. Okay. Pas de problème pour ça. Une dernière question, je réponds pendant qu'on y est. Je pensais qu'on allait avoir aujourd'hui le compte administratif 2020. C'est un peu prématuré, sans doute. Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé, d'accord. Très bien. Merci. Merci. Oui, pardon, Madame Rossouillan. À propos de la Maison de la Solidarité, je n'ai pas du tout le souvenir qu'on en a débattu lors d'un conseil municipal. Oui, on en a parlé au CCS, parce que c'est un projet du CCS depuis 2 ans, mais au niveau du conseil municipal, je n'ai pas le souvenir qu'on ait pu avoir une délibération sur ce projet. On a fait des travaux, hein. C'est une rénovation. Rénovation. Après, on aurait pu faire une délibération de principe, ça c'est toujours possible. Oui. Ça n'a pas été le cas. On n'a pas fait de délibération de principe, puisque c'est une rénovation effectivement de l'ancienne école et de regrouper. Mais comme on n'a pas plus délibéré parfois sur d'autres sujets, je pense peut-être sur Atoulinge ou sur d'autres décisions concernant l'économie sociale et solidaire. Voilà, l'idée c'est effectivement de requalifier cet espace et puis de pouvoir recréer un pôle de distribution alimentaire sur le lieu. Voilà. Donc, je vous propose de prendre acte. Et je laisse la parole à Monsieur Bouillot pour la deuxième délibération concernant le marché public de mise à disposition, de pose et d'exploitation de maintenance de mobilier urbain, fusion de sociétés avenant numéro 4. Tout à fait. Donc, vous savez qu'on a un marché avec la société Abri Service pour, comme l'a dit le maire, la mise à disposition, la pose, exploitation, l'entretien, la maintenance du mobilier urbain dans le cadre de Fontélis. Donc, il s'agit simplement ici d'un changement de dénomination, à savoir que la société Abri Service a fusionné et s'appelle maintenant JC Deco France. Donc, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de cette fusion, l'absorption de la société Abri Service par la société JC Deco France à partir du 30 avril 2021, ce qui est très bientôt, et d'approuver l'avenant de transfert du marché relatif à ce marché de la société Abri Service à la société JC Deco France, qui reprend à sa charge l'ensemble des droits et obligations liés au marché. Ça ne change rien du tout à la suite du marché qui prend fin au mois d'octobre, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci Monsieur Bouillot. Avez-vous des observations sur cette délibération? Non. Je propose donc de voter pour cette délibération. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté. Troisième délibération, il s'agit donc de la de service public pour l'exploitation et la gestion du pôle d'échange multi-usage, avenant numéro 2. Monsieur Bouillot, toujours. Oui, tout à fait. Donc, vous savez que nous avons la gestion du PMU, qu'elle est en délégation de service public avec la société Sauvetour depuis 2015 jusqu'à 2021. Exactement jusqu'au 31 mai 2021, une durée de 6 ans. Et suite aux pertes financières de la période Covid sur l'année 2020 et suite à la prolongation de la région, du contrat de la région avec les lignes, il faut savoir que c'est sur une année scolaire, donc du 1er septembre au 31 août, la région ayant prolongé ses contrats avec les lignes régionales notamment, mais pas que, jusqu'au 31 août 2022. Nous avons la possibilité, dans le cadre, comme c'est indiqué dans la délibération, de le prolonger jusqu'au 31 décembre 2021, ce qui nous laissera le temps de éventuellement relancer la DSP. Donc, il est proposé d'approuver la prolongation de 7 mois du contrat de délégation de service public auprès de l'entreprise Sauvetour, de prendre acte que le terme du contrat de la DSP passé avec l'entreprise Sauvetour est fixé au 31 décembre 2021 et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 2 au contrat de DSP relatif à l'exploitation et la gestion du PMU. Merci Monsieur Bouillot. Avez-vous des questions? Oui, Monsieur Bertin. Monsieur le maire, c'est que je me souviens que lors du conseil municipal du 17 novembre, on avait évoqué cette prolongation éventuelle, à la surprise de M. Bouillot d'ailleurs, s'il s'en souvient. Et finalement, je trouve on doit constater que notre remarque était fondée, puisque aujourd'hui on délibère dans ce sens-là. Voilà.
Merci. Pas d'autres questions. Je vous propose donc de passer au vote, d'approuver cette prolongation et de prendre acte et de m'autoriser à signer l'avenant. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, merci, c'est adopté pour l'avenant du PMU. Monsieur Vergniaud, opération foncière immobilière, bilan 2020. Merci Monsieur le maire. Donc le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières opérées par la commune au titre de l'article L2241-1 du CGCT. Dans la note explicative de synthèse, vous avez pu prendre connaissance du détail des acquisitions et des cessions pour l'année 2020, ainsi que celle des années antérieures pour lesquelles la transaction a été faite au cours de l'année 2020. Je vous fais grâce de la lecture. Toutefois, si vous avez des questions sur ces différentes acquisitions et ventes, je reste à votre disposition. Et donc, il sera proposé au conseil municipal de prendre acte du bilan des opérations foncières et immobilières opérées par la ville au cours de l'année 2020, qui est jointe en annexe. Merci. Avez-vous des questions sur ces différentes opérations pour l'année 2020? Non, question. Je propose donc de passer au vote. Non, de prendre acte. Voilà, on prend acte. Excusez-moi. Hop. Et donc, délibération concernant le patrimoine communal. Donc, il s'agit d'une cession d'une partie du domaine public à monsieur et madame Nizet. Principe de cession, déclassement du domaine public, mise à l'enquête publique. Monsieur Vergniaud, toujours. Monsieur et madame Nizet ont donc obtenu l'accord de leur permis de construire pour un garage sur la propriété qui est située aux 14 rue du Général Bonamy. Au vu de la configuration de leur entrée de leur domicile, il est difficile aujourd'hui d'accéder à leur garage avec un véhicule. C'est pourquoi ils sollicitent la ville pour l'acquisition d'une partie du domaine public communal d'environ 12 mètres carrés, surface qui sera à préciser par le passage d'un géomètre. Et cet achat, cette acquisition a l'objectif de pouvoir créer une nouvelle entrée sur la rue du Général Bonamy. La cession d'une partie du domaine public pour accéder à cette demande n'engendre pas de difficulté de circulation pour les piétons de la rue du Général Bonamy. Aujourd'hui, un bornage est en cours de réalisation et le service des domaines est en cours de consultation. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le principe de cession à monsieur et madame Patrick Nizet d'une partie du domaine public communal pour une superficie d'environ 12 mètres carrés au droit de leur propriété, située 14 rue du Général Bonamy, de décider de procéder à l'enquête publique préalable au déclassement du domaine public communal conformément au plan annexé et de déléguer tout pouvoir à monsieur le maire pour mener à bien la procédure d'enquête publique. Merci monsieur Vergniaud. Avez-vous des questions sur cette délibération qui est donc un principe de cession ce soir? Donc on reviendra au conseil pour la cession définitive. Oui, monsieur Bertin. Pas de problème sur la délibération. Simplement une remarque. Lorsque le permis de construire a été délivré, l'entrée n'était pas prévue dans le garage? C'est-à-dire qu'on construit un garage et après on s'aperçoit qu'on ne peut pas entrer dans le garage. Alors, aujourd'hui, il y a une possibilité d'accès, c'est juste qu'elle est difficile au vu du découpage de la parcelle qui est en biais et de pouvoir aligner justement l'entrée et d'avoir un portail qui est en parallèle à l'entrée du garage et non en biais, donc ce qui facilitera au vu des questions de mobilité, notamment des propriétaires. Pardon, on ne vous a pas entendu, monsieur. Étudier en amont, hein, c'est oui. tout. Hein. Bah, c'est une petite remarque comme ça. Clairement, c'est effectivement arrivé tardivement. Voilà, il n'y a pas un caractère gênant pour la commune, clairement, hein, de céder. Évidemment, par contre, comme c'est une demande de monsieur Nizet, c'est lui qui paiera aussi les frais concernant l'enquête publique, pour que ça ne coûte rien à la commune, évidemment, parce qu'à chaque fois, une enquête publique, ça coûte à la commune. Voilà, donc il paiera bien sûr le terrain et les frais d'enquête publique nécessaires. Donc pour l'instant, on vote le principe de cession. On reviendra devant vous pour effectivement la cession définitive et son montant. Ah, pas d'autres questions? Merci. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté. Monsieur Lemoine, concernant le patrimoine toujours communal, cession d'un espace non cadastré, 6 boulevard des Champs-Marot, à madame Métayer. Merci, monsieur le maire. Oui, la ville est en effet propriétaire d'un espace situé à l'intersection de l'avenue François Mitterrand et du boulevard des Champs-Marot, dont la ville aujourd'hui n'a pas usage. Précédemment, plusieurs projets ont été portés. Le premier était l'aménagement de la rue des Guéfardières pour permettre aux riverains une sortie de leur propriété directement sur le boulevard des Champs-Marot, au lieu de l'avenue François Mitterrand. Ce projet a été refusé de la part de ces derniers. Un second projet de cession, suite à une offre d'achat de la part de 2 porteurs de projets pour des cellules commerciales, avait été faite.
Et ensuite, ils se sont désistés. Alors pour rappel, on parle d'un espace situé hors zone économique. Il se trouve sur un axe passager et offre une très bonne visibilité. La superficie de ce terrain est de 1912 mètres carrés. Alors plusieurs entreprises ont fait connaître à la ville leur intérêt pour cette parcelle. Nous avons donc, Monsieur Vergniaud et moi-même, reçu les différents porteurs de projets et sélectionné le projet répondant le plus aux besoins de la ville et proposant le meilleur esthétisme au vu de son emplacement. C'est donc le projet de Madame Métayer qui a été sélectionné. Elle a fait une offre au prix de 20 € du mètre carré, soit un montant total de 38 500 € pour l'installation de son entreprise Métamorphose et la construction d'un second bâtiment offrant 2 cellules de 100 mètres carrés chacune à vocation tertiaire ou artisanale et surtout non commerciale. Il est important de rappeler que les travaux de réseau qui seront à effectuer sur cette parcelle seront faits par fonçage ou forage dirigé afin d'éviter d'ouvrir la chaussée récemment reprise. Toujours pour rappel, le service du domaine a émis un avis le 8 avril 2021. Il est donc proposé au conseil municipal, considérant l'offre d'achat, la situation du terrain, l'inutilisation de l'espace par la ville et l'entretien qu'il entraîne, de rapporter la délibération numéro 2019-0105 du 29 janvier 2019, d'approuver la cession de l'espace non cadastré formant un délaissé de voirie situé à l'intersection de l'avenue François Mitterrand et du boulevard des Champs-Marot, d'une superficie de 1912 mètres carrés environ, au profit de Madame Géraldine Métayer pour la construction et l'installation de son entreprise Métamorphose et d'un autre local au prix de 20 € du mètre carré. De dire que si les acquéreurs ont des travaux de réseau à effectuer, la voirie ayant moins de 3 ans, il leur sera demandé de procéder à des travaux de fonçage afin d'éviter d'ouvrir la chaussée et d'autoriser Monsieur le maire à signer le compromis de vente et l'acte notarié à venir, étant précisé que les frais inhérents seront à la charge de l'acquéreur. Merci Monsieur Lemoigne. Avez-vous des questions sur cette session ? Pas de questions. Je propose donc de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté. Juste, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, dans le cadre des ventes des sessions annuelles, pour le bilan 2020, donc la ville a procédé à la vente pour 1 120 000 € en 2020 et a fait l'acquisition pour quelques rues pour une quinzaine d'euros pour des alignements sur la rue du Désert et sur une autre propriété. Voilà, donc c'était pour vous rappeler ça tout à l'heure que je n'avais pas pris le temps. Merci. Ensuite, Madame Memeto pour le secteur sauvegardé. Donc, il s'agit de la convention, c'est un renouvellement et puis un ajustement également. Donc, Madame Memeto va nous parler de la convention avec la région des Pays de la Loire pour le secteur sauvegardé. Ça marche. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, par cette délibération, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer le renouvellement de la convention entre la région Pays de la Loire et Fontenay-le-Comte sur la réhabilitation du patrimoine architectural. Ce projet qui est annexé reprend les mêmes termes que la convention déjà existante et comme la précédente, la durée de cette convention est de 3 ans. Voilà. Très bien. Merci. Avez-vous des questions sur cette convention, ce renouvellement? Pas de questions. Je propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, adopté. C'est une délibération qui est importante parce que plusieurs propriétaires en bénéficient avec des sommes importantes dans le secteur sauvegardé. Donc, elle est une délibération importante pour ces propriétaires. Alors, délibération suivante, c'est pour Madame Saint-Cyr. Il s'agit d'un projet important, la rénovation du musée de Fontenay-le-Comte, projet scientifique et culturel avec l'accueil d'un mémorial de la résistance et de la déportation. Et je crois qu'on a un diaporama qui est projeté. Madame Saint-Cyr, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, si vous me le permettez, je voudrais d'abord vous dire quelques mots afin de vous présenter le projet scientifique et culturel du musée mémorial. Je voudrais d'abord vous dire que je suis très honorée de travailler et de contribuer à la réalisation d'un projet muséal phare pour notre ville. Un projet phare pour la culture et structurant pour son action cœur de ville et son attractivité. Un projet d'autant plus essentiel qu'il se construit dans une période dépressive pour les arts et la culture, privés de liberté et d'expression.
Il s'ouvre donc comme une boussole et nous dessine un cap vers lequel tourner nos espoirs et rassembler nos énergies au service de tous les fontenaisiens. Et j'en profite pour remercier tous ceux, élus, collaborateurs et partenaires, qui ont réalisé dans les temps et en concertation cette première étape du PSC. Redonner vie et notoriété à nos collections remarquables dans un parcours repensé pour tous les publics et pour toutes les générations. Affirmer l'identité, pour ne pas dire l'ADN, de notre musée, ancré dans notre territoire du Bas-Poitou et plus largement en Vendée. Y intégrer un mémorial de la résistance et de la déportation. Un mémorial dont l'accouchement a été long et appliqué pour Madame Thury et l'AMRDV, l'Association pour le mémorial de la résistance et de la déportation en Vendée, qui le porte depuis plus de 15 ans et dont je salue ici l'engagement et la ténacité. Ballotté de lieu en lieu et de mairie en mairie jusqu'à ce qu'il arrive à Fontenay-le-Comte. Un projet bénévole, certes, qui demandait à être accompagné, à être consolidé, oui, mais nourri d'essentiel pour nous-mêmes et les générations à venir. Alors nous avons pris nos responsabilités et décidé d'intégrer le mémorial dans notre musée d'art et d'histoire en gage de pérennité, à la mémoire de Monsieur Marceteau et de tous ceux, hommes et femmes, qui ont lutté contre la barbarie et qui se sont battus pour défendre l'indépendance et la liberté de la France. Leur mémoire et leur courage nous obligent face aux défis contemporains. Je vous remercie. Je voulais vous remettre en perspective l'importance d'un PSC, d'un projet scientifique et culturel pour le musée. Quelques slides, si vous me le permettez. Vous rappelez d'abord qu'un PSC, c'est un document légal obligatoire pour tout musée de France qui souhaite rénover ou créer un chantier. Il précède l'étude de programmation, l'étude d'architecture, l'étude technique. Il est élaboré en concertation avec l'ensemble des acteurs qualifiés. Il est un gage de réussite du projet. Qu'est-ce qu'un musée de France? L'appellation nous vient de la loi du 4 janvier 2002. Elle est attribuée par le ministère de la Culture et considérée comme musée de France toute collection permanente de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public organisé en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public. En d'autres termes, elle reconnaît l'intérêt majeur des collections. Qu'est-ce que cela signifie en termes d'engagement? Un musée gestionnaire de telles collections doit répondre à différents critères, s'engager à conserver, restaurer, étudier, enrichir les collections, les rendre accessibles au public, mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion, contribuer au progrès et à la diffusion de la recherche. Un PSC est un document obligatoire depuis la loi sur la création, l'architecture et le patrimoine de 2016. C'est un outil stratégique de pilotage qui définit la politique d'un musée. Il comprend un état des lieux, il pose un diagnostic, un bilan et un projet qui définit les axes prioritaires et les objectifs stratégiques et opérationnels. En d'autres termes, il y définit toutes les fonctions et les moyens d'un musée. Le sommaire du PSC, je ne vous le relis pas, vous l'avez tous eu dans les mains. Si on peut passer, voilà, vous l'avez ici. Il faut retenir 3 choses essentielles. Il construit 3 piliers autour desquels se construit le cap à donner. Un pilier autour de l'identité du musée, un autre autour des publics, un 3e autour du rayonnement. En ce qui concerne l'identité et la rénovation de notre parcours muséographique, l'idée est de pouvoir inscrire le musée dans l'histoire contemporaine et le présent. Affirmer évidemment la valeur de nos collections remarquables dans un parcours historique repensé, chronologique, et poursuivre notre politique d'exposition temporaire, cette fois dans une salle dédiée.
affirmer la place du musée et sa singularité au sein des musées du département, l'inscrire dans le présent, notamment grâce à des collaborations avec des artistes contemporains ou des centres d'art contemporain, ouvrir le musée sur la période de la Seconde Guerre mondiale en intégrant un mémorial de la déportation et de la résistance en Vendée. 3 actions clés: conserver, communiquer, rayonner. On le disait tout à l'heure. Conserver, c'est gérer les collections. On améliore la conservation, la mise aux normes de la sécurité des réserves. On finalise les inventaires et ce qu'on appelle le récollement avec des logiciels et des outils performants. Tel est le cap que nous voulons donner. Conduire une politique d'acquisition et de restauration adaptée. Je ne résiste pas à vous montrer le festin de Balthazar des Franken que vous pouvez aller admirer dans notre beau musée de Ville d'Art et d'Histoire. Fidéliser et sensibiliser les publics, évidemment, c'est une mission essentielle. Il faut consolider et développer notre action culturelle à destination de tous les publics, dans des espaces repensés avec des moyens modernisés, dans une logique de parcours et de partenariat. Cela nécessite de repenser notre stratégie de communication. Rayonner, assurer un rayonnement à la mesure de nos ambitions en rentrant plus avant dans un réseau de partenariat national et départemental avec notamment les musées de France, mais aussi les réseaux qui sont liés aux mémoriaux. Un parcours muséographique renouvelé de façon chronologique avec 6 espaces, un premier espace d'accueil, puis un deuxième de la préhistoire à la période gallo-romaine. Là non plus, je ne résiste pas à vous montrer cette magnifique photo de nos collections de verreries remarquables pour la période gallo-romaine. L'idée est donc de parler des échanges, de la circulation des idées, des biens, des personnes à partir de la préhistoire jusqu'à la période contemporaine dans notre zone du Bas-Poitou et à partir de la ville de Fontenay-le-Comte. Pour le Moyen-Âge et le XVIIIe, bien sûr, la maquette qui illustrera la période du XVIIIe. Je sais que beaucoup passent du temps à arpenter le musée devant cette maquette. Les illustres pour la Renaissance, évidemment, Viette, Tiraco, Rabelais, Rapin, et puis pour le Moyen-Âge, Notre-Dame. Là, je vous parle des focus, bien sûr. Un espace numéro 4 dédié aux échanges et au développement des idées au XIXe siècle, autour notamment des chefs-d'œuvre du compagnonnage, d'Octave de Rochebrune, évidemment, un intellectuel que l'on sait, et la collection d'Eugène de Mouillebert, qui donc est ce personnage dont vous avez le visage ici, grâce à qui la collection en 1875 est créée. L'espace 5, la Galerie des Beaux-Arts, dont vous voyez une œuvre de Paul Baudry, avec des œuvres emblématiques et remarquables entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle. Un espace 6 dédié au XXe siècle, et notamment au salon de la SVA. On voit ici d'ailleurs l'Olonnaise des frères Martel, qui ont été offerts à Boutin, premier conservateur du musée de Fontenay-le-Comte, Émile Boutin, avec qui ils ont créé la SVA. Et puis bien sûr, une peinture de Gaston Chessac qui est là pour la partie 20e, avec l'intégration du mémorial de la résistance et de la déportation en Vendée. Des espaces complémentaires, enfin, pour pouvoir exposer de manière temporaire, pour pouvoir aussi animer des actions culturelles et continuer à proposer ce que l'on appelle soit commissaire d'exposition, c'est-à-dire des expositions temporaires éducatives destinées à la jeunesse. Un mémorial de la résistance et de la déportation en Vendée, qui est intégré au projet de rénovation du musée. Il sera nécessaire de circonscrire les collections, aujourd'hui qui sont à partir du fonds Gaston Marceteau, dont vous voyez ici le portrait, à qui nous rendons hommage. Gaston Marceteau qui est entré dans la résistance en Vendée à l'appel du 18 juin 1940, après le général de Gaulle, et qui a constitué les réseaux résistants en Vendée. La mise en place d'un comité scientifique qui qualifiera les fonds, et il n'y a pas seulement le fonds qui est constitué par le fonds Gaston Marceteau, il y a de nombreuses familles en Vendée qui sont prêtes à nous proposer des fonds ou documentaires ou patrimoniaux liés à cette période. Une exposition permanente, des expositions temporaires, notamment autour du concours national de la résistance et de la déportation, qui est porté par la MRDV. Et enfin, une cogestion du mémorial par la ville et la MRDV, avec une mutualisation des espaces et des ressources.
Une petite vue panoramique pour vous rappeler les espaces que cela concerne. Vous voyez donc le musée au centre avec la conciergerie, l'ancienne bibliothèque et puis le parvis en vert. Les besoins spatiaux et les nouveaux espaces qualifiés. Je n'en fais pas le détail, mais un accueil, une boutique, des salles de réunion, un espace d'exposition temporaire permanent, des espaces pédagogiques repensés, des circulations repensées, des réserves repensées, des espaces de stockage repensés. Donc tout ça investi dans les trois sites, le musée, la bibliothèque et l'ancienne conciergerie que nous venons de voir. Calendrier prévisionnel. Donc nous sommes actuellement à la phase de finalisation du PSC qui est dans les mains de la DRAC et des musées de France qui doivent nous rendre une validation définitive dans 4 mois et ensuite on remettra ce PSC dans les mains d'un programmiste et d'un architecte, tout cela pour la rentrée 21 et tout ça va durer une petite année pour remettre ensuite un début de travaux à la rentrée 22 et nous l'espérons ouvrir le musée fin 23, début 24. L'objectif étant de l'ouvrir fin 23. Merci beaucoup. Très bien. Merci Madame Saint-Cyr. Je vous propose de faire la délibération qui va bien avec, s'il vous plaît. Le musée, fondé en 1875, a connu ses derniers travaux de modernisation et d'agrandissement dans les années 1980, lesquels lui ont donné sa configuration actuelle, à savoir un parcours muséographique recentré autour du patrimoine naturel et culturel du Sud-Vendée et l'histoire de la ville de Fontenay, à la Renaissance. La ville de Fontenay-le-Comte a décidé en 2019 d'accueillir un mémorial de la résistance et de la déportation au sein du musée de Fontenay-le-Comte, avec pour objectif de mutualiser certains espaces et les charges de fonctionnement. Outre l'intégration du mémorial, la rénovation complète du musée est actée en 2020. Ce projet s'inscrit dans une volonté de modernisation du musée et de redynamisation du centre-ville de Fontenay-le-Comte dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville. Le musée étant agréé Musée de France depuis 2003, implique la rédaction d'un projet culturel et scientifique qui permettra notamment, et après validation de la Direction régionale des affaires culturelles et des musées de France, d'être éligible au soutien de l'État, qu'il soit scientifique, technique et financier. Le PSC joint en annexe à la présente délibération se compose de 2 parties, le diagnostic et le projet. La première partie présente le bilan détaillé de l'existant et pose l'ensemble des problématiques rencontrées par le musée. La deuxième partie définit les orientations du musée autour d'un parcours muséographique renouvelé, avec une présentation et un discours qui déclinent la nouvelle identité du musée. Ces orientations donnent lieu à des objectifs opérationnels et des actions. Cette partie prend en compte également l'intégration et le fonctionnement du mémorial dédié à la résistance et à la déportation durant la Seconde Guerre mondiale. La procédure de validation du PSC est la suivante. Validation par le conseil municipal, transmission du document à la Direction régionale des affaires culturelles pour avis, transmission au service des musées de France par la DRAC, réponse du service des musées de France à la collectivité territoriale sous un délai de 4 mois. L'avis des musées de France peut revêtir 3 formes. Validation, validation avec réserve, non-validation motivée. Il est proposé au conseil municipal, considérant l'intégration du mémorial dédié de la résistance à la déportation durant la Seconde Guerre mondiale au sein du musée de Fontenay-le-Comte, considérant la nécessité d'engager la rénovation du musée dans les derniers travaux de modernisation et d'agrandissement datent des années 80, considérant les orientations du musée autour d'un parcours muséographique renouvelé avec une présentation et un discours qui déclinent la nouvelle identité du musée, considérant que le musée est agréé par l'État sous l'appellation Musée de France, la ville a l'obligation de présenter un projet scientifique et culturel pour sa rénovation, avec intégration d'un mémorial dédié à la résistance et à la déportation. Considérant que l'État pose une aide destinée à accompagner la ville dans la phase de définition du projet par un accompagnement financier sur les frais d'études et de programmation, le conseil municipal, après en avoir délibéré, d'approuver le projet scientifique et culturel annexé à la présente pour la rénovation du musée de Fontenay-le-Comte, intégrant un mémorial dédié à la résistance et à la déportation, de décider de solliciter auprès de l'État, la Direction régionale des affaires culturelles, l'attribution d'une subvention au titre de l'accompagnement aux frais d'études et de programmation pour la rénovation du musée de Fontenay-le-Comte, d'autoriser le maire à signer tout document et à effectuer toute démarche nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
Merci Madame Saint-Cyr. Avant de vous donner la parole, je vais en profiter pour remercier les équipes du musée, donc sous la houlette évidemment de la responsable Gaëlle Oliver, et puis voilà, qui ont, je ne sais pas si c'est le mot profiter parce qu'il n'est pas à bon escient, mais en tout cas qui a utilisé le temps de la période, je dirais aussi Covid, pour travailler sur ce projet de muséal avec Sylvie. Donc merci à toutes les équipes. Avez-vous des questions sur ce projet? Oui, Madame Verhaeg. Oui. Il faut que ça chauffe. Laissez appuyer. Alors, laissez appuyer jusqu'à temps que ça s'allume. Voilà. Peut-être que M. Bertin, éventuellement, pourrait faire bénéficier de son micro sa voisine. Voilà, merci. C'est plus doué que moi, Jackie. Je vous remercie. Quelques petites remarques. Est-ce qu'on pourrait connaître la superficie actuelle et la superficie future du musée? Ensuite, s'il y a véritablement un agrandissement. Dans les plans annexes, il semblerait que le mémorial se situerait au 2e étage et couvrirait une surface d'environ 70 mètres carrés. La question intégrer le mémorial au sein du musée, ça semble plutôt une bonne idée, mais est-ce que malgré tout, ça ne nous priverait pas d'une surface relativement importante qui nous permettrait d'exploiter les richesses remarquables dont vous nous avez parlé et qui ne sont pas forcément exposées? Autre petite remarque, dans la mise en œuvre du plan de recollement, vous parlez des moyens humains et vous notez qu'il pourrait être envisageable de demander une aide ponctuelle et bénévole à l'association des Amis du musée vendéen. Il nous semble que ce n'est pas au conditionnel qu'il faut l'envisager, cette aide ponctuelle, mais qu'il faut bien faire appel aux différents membres de cette association qui sont très impliqués et dynamiques et qui nous le prouvent tout au long de l'année en nous proposant des conférences de haute qualité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Mme Verhaeg. Sylvie? On va gagner bien sûr un espace supplémentaire puisque aujourd'hui le musée se déploie sur la partie centrale. Excusez-moi, j'ai du mal à vous regarder en même temps avec ce micro. Donc on va gagner effectivement l'espace de la conciergerie et l'espace de la grande bibliothèque, ce qui fera un total d'à peu près 1600 mètres carrés, 1535 exactement. La conciergerie faisant 136 mètres carrés. Donc évidemment on gagne de l'espace. Cet espace gagné permet de déployer à la fois le projet musée, effectivement d'exposer nos collections remarquables de manière permanente pour le projet Ville d'art et d'histoire, et en même temps d'intégrer ce projet de mémorial qui rentre aussi dans notre objectif d'être en meilleure adéquation avec la période contemporaine. Se poser la question de savoir si ça vient perturber notre espace vital en termes d'art et d'histoire, non, puisque nos collections sont montrées au public grâce à notre politique d'exposition temporaire. Donc nous avons une exposition permanente qui est celle que vous connaissez aujourd'hui, qui sera repensée dans sa muséographie, et nous avons 2 fois par an des expositions temporaires qui nous permettent de faire découvrir le patrimoine qui reste dans les réserves. Le patrimoine qui est dans les réserves nécessite encore d'être inventorié et d'être récollé et d'être aussi restauré. Donc, pour répondre à votre question, non, ça n'empêche pas le musée d'art et d'histoire de se déployer pleinement. Et puis enfin, les amis du musée, bien sûr, ce sont nos premiers partenaires, on les a mis avec nous au travail, avec vous d'ailleurs aussi, Commission Culture. Ils sont très présents et non seulement ils seront attachés à ce projet et nous travaillerons avec eux à l'avenir, mais également avec l'association de Madame Thury. Et donc là, nous avons 2 forces bénévoles, à la fois celle de l'association pour le mémorial de la résistance en Vendée, la MRDV, et puis effectivement les amis du musée en la présidence de Monsieur Gibault. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions, Madame Roussillon? Oui. Vous allez solliciter auprès de l'État une subvention, l'État, la DRAC, pour accompagner les frais d'études de la programmation pour la rénovation du musée. Est-ce que vous pouvez nous dire le montant de cette subvention? Et puis, nous, sur cette délibération, nous allons nous abstenir. Nous avons toujours voulu privilégier la rue des Loges pour ce musée.
Vous nous dites que ça ne prend pas d'espace, ce mémorial, et que le musée pourra quand même s'agrandir, mais nous restons sur notre position. Et pour redynamiser la rue des Loges, nous étions plus dans le projet que ce mémorial reste rue des Loges. Je peux répondre ? Oui, sur la DRAC, mais peut-être. Oui. Sur la DRAC. Je n'ai pas le montant encore de la DRAC. Nous avons un accord de la DRAC qui va prendre en charge effectivement ces frais d'études, mais je n'ai pas encore le montant. La DRAC ne nous l'a pas communiqué. Oui, et puis juste pour vous dire, évidemment, on sollicitera probablement de nouvelles subventions, puisqu'on a fait une réunion il y a un peu moins d'un mois désormais en distanciel, en visio, sur lequel la région également s'est probablement positionnée. Donc bon, évidemment, je ne fais pas de dessin, il y a des élections, donc en ce moment, plus personne dit quoi que ce soit. Mais en tout cas, la région et le département, je pense qu'on pourra ressolliciter le département peut-être de manière plus importante. Et puis probablement la région aussi, qui jusque-là ne s'était pas positionnée. A priori, en tout cas, la personne des services qui était présente était pleinement, en tout cas, sollicitée, était très intéressée, en tout cas par le projet. Donc je pense qu'on pourra aller solliciter de nouvelles subventions sur le projet muséal. Voilà pour vous répondre. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, merci. Rapport adopté. Merci pour le musée. Et je laisse la parole à M. Guyonnet concernant la présentation du rapport annuel d'accessibilité de commission communale pour l'accessibilité de la ville de Fontenay. Merci, Monsieur le maire. La ville de Fontenay-le-Comte anime depuis plusieurs années la commission communale de l'accessibilité. Cette commission obligatoire dans les communes de plus de 5000 habitants accompagne la ville et les services municipaux dans la mise en accessibilité du cadre bâti, des espaces publics, mais également de tout projet relevant de l'accessibilité et du handicap. Ainsi, selon l'article L. 2143.3 du Code général des collectivités territoriales, la commission communale pour l'accessibilité est composée de représentants de la commune, d'associations ou d'organismes représentant les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les acteurs économiques, ainsi que d'autres usagers de la ville. Elle a pour rôle de dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Faire toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant, d'informer la commission intercommunale pour l'accessibilité de ces travaux afin d'assurer leur cohérence au niveau territorial et tenir à jour la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmé ADAP et la liste des établissements recevant du public accessibles aux personnes en situation de handicap. Elle doit par ailleurs établir un rapport annuel témoignant de son activité et de l'évolution de l'intégration du handicap au sein de la cité. Ce rapport annuel doit être présenté au conseil municipal avant d'être transmis aux représentants de l'État dans le département, au président du conseil départemental et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Le rapport joint à cette délibération fait donc état des actions développées en 2020 par la CCAPH et plus globalement par la ville de Fontenay-le-Comte en matière de handicap et d'accessibilité. La situation sanitaire liée à la Covid-19 a conduit à une réduction du planning de travaux. Cependant, ce temps a été mis à profit pour régulariser la situation administrative de certains ERP. En 2020, 3 ERP ont été rendus accessibles pour un montant de 57 000. Salle des OPS, salle polyvalente des Moulins Lio, espace Jean Jaurès, salle polyvalente du Cercle Saint-Médard. En 2020, le bilan d'avancement de la MIADAP a été transmis à la préfecture de Vendée tel que défini dans l'arrêté du 14 septembre 2018. En annexe, vous avez pu avoir le rapport. Il est proposé au conseil municipal d'approuver en ces termes la délibération suivante, considérant que le rapport annuel de la commission communale pour l'accessibilité fait état des actions développées en 2020 par la ville de Fontenay-le-Comte en matière de handicap et d'accessibilité. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte du rapport annuel 2020 de la commission communale pour l'accessibilité, dit que ce rapport annuel sera transmis aux représentants de l'État dans le département, au président du conseil départemental
et au Conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Merci. Monsieur Guillonnet, avez-vous des questions sur la DAP? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Ah non, on prend acte. Donc il n'y a pas de vote, excusez-moi. Et donc, délibération suivante qui concerne la prise de compétence organisation de la mobilité, donc prise par la communauté de communes récemment. Et donc, vous le savez, il faut également une délibération concomitante dans chaque commune. Et c'est celle qu'on vous présente ce soir. Et c'est Monsieur Bouillot qui est... Je suis là, toujours au même endroit. Oui, vous le savez, suite à la loi LOM, loi d'orientation mobilité, fixée au 1er avril 2020, la communauté de communes avait jusqu'au 31 mars 2021 pour se positionner pour la prise de compétences mobilité. Ça n'enlève rien à ce que fait déjà la région par rapport aux mobilités. Il s'agit d'élargir les solutions de mobilité pour la communauté de communes. Donc ça a un impact pour notre commune, Fontenay-le-Comte, puisque nous gérons le Fontélis, un réseau de transport urbain régulier. Donc voilà, cette compétence mobilité pour les communautés de communes est importante dans le cadre du PCET notamment. Donc il était important, à mon avis, de la prendre absolument à la communauté de communes. L'impact, et je l'ai dit, c'est le transport urbain Fontélis. Donc voilà, ce qui est proposé dans le conseil municipal, c'est d'approuver la prise de compétence organisation de la mobilité par la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée. Bien sûr, d'approuver la modification des statuts de la communauté de communes en insérant l'article sur la mobilité, d'approuver de ne pas demander à se substituer à la région des Pays de la Loire dans l'exécution des services qu'elle assure actuellement dans le ressort de son périmètre, notamment sur les PMU, dans les cadres des lignes régionales, d'approuver les conditions du transfert de services de transport urbain régulier de Fontenay-le-Comte, Fontélis, dans les conditions suivantes, et ce jusqu'à la fin du mandat en cours, maintien de la gratuité du service et maintien des 2 lignes existantes, et d'approuver la mise en place d'une clause de revoyure des attributions de compensation correspondantes en fonction des résultats du renouvellement de marché et des nouveaux coûts d'exploitation inhérents au service. Merci, Monsieur Bouillot. Avez-vous des questions sur cette prise de compétence? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté. Délibération suivante, c'est pour moi. Donc, il s'agit du règlement intérieur du conseil municipal, donc qui fait suite au dernier conseil. Je vous en fais lecture assez rapidement. Il s'agit surtout de modifier les 2 articles. Donc, je vais aller à la fin de la délibération, surtout. Donc, on vous propose du coup de prendre acte des observations émises par Monsieur le sous-préfet de la Vendée, de modifier le règlement intérieur, donc qui ne vous avait pas été envoyé la dernière fois, que vous avez dû recevoir. Donc sur 2 articles, l'article 2, alinéa 4, sur des questions portées à l'ordre du jour, d'une note explicative de synthèse, donc présentant chacun des points inscrits à l'ordre du jour, accompagnés des projets de délibération et des annexes permettant aux élus de disposer d'une information adéquate, de la liste explicative des décisions prises par le maire en vertu de la délégation de pouvoir que lui a consenti le conseil municipal conformément aux articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, et également l'article 14 qui concerne les affaires inscrites à l'ordre du jour. Donc il sera notifié. Donc elles sont présentées dans l'ordre indiqué dans la convocation. Il peut être dérogé à cette règle à la majorité absolue des membres du conseil. Le maire peut compléter l'ordre du jour dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article 2. Elle en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. Cette restriction ne s'applique pas aux communications faites par le maire et le maire seul décide d'une affaire inscrite à l'ordre du jour. Avez-vous des questions sur cette délibération? Oui, Madame Vérag. Je vous remercie. Lors du dernier conseil municipal, lors du conseil municipal plus exactement du 13 décembre 2020, nous avions, M. Bertin et moi-même, alerté sur la rédaction du paragraphe 26.2 relatif au droit d'expression des élus. Nous regrettons juste qu'il n'ait pas été tenu compte de nos remarques quant à cette rédaction. En effet, ce qui est écrit ne correspond pas à ce qui se passe dans la réalité. À savoir, nous adressons bien de façon dématérialisée le texte relatif au droit d'expression des élus, mais nous ne recevons pas d'accusé de réception de cet envoi, ou alors nous le recevons après l'avoir demandé, ce qui s'est passé au dernier
au dernier droit d'expression des élus. Nous ne signons pas non plus une sortie papier d'identification de notre groupe. Et enfin, un bon à tirer ne nous est pas non plus présenté avant impression. Donc nous regrettons que ceci soit maintenu dans le règlement intérieur. Même s'il a été jugé correct, il ne correspond pas à ce qui se passe dans la réalité. Donc si on pouvait juste reprendre le texte, ça simplifierait en plus la procédure. Voilà, je vous remercie. Ce sera fait. Oui, ce sera fait. On va délibérer, parce qu'il faut qu'on finisse par délibérer quand même. On va délibérer, mais ce sera modifié, dans ce sens. Vous avez une autre question? Non, Jackie? Tout à fait d'accord pour que ça soit simplifié et que le texte écrit corresponde à l'usage qu'on en fait. En fait. Ce sera fait. C'est ça le sens de notre remarque. C'est bien noté. Et puis merci, M. le maire, c'est quand même la 3e fois qu'on intervient sur ce point-là. Oui. On est d'accord. d'accord. Toujours persister dans le bon droit. Très bien. Merci. Donc je vous propose de passer... s'il vous plaît. Ah, pardon. Excusez-moi. Oui. D'abord, petite remarque liminaire par rapport à votre remarque, Monsieur Bertin et Madame Vera-Grillo. On ne peut pas accepter... Je suis tout à fait d'accord sur ce que vous avez décrit, mais on doit voter sur un texte qui nous est présenté, pas sur une dimension comme ça. Je veux dire, ça ne se fait nulle part. Donc, ou vous nous présentez un texte avant la fin du conseil municipal, ou il va falloir y revenir. De toute façon, à mon sens, il faudra y revenir avec ce que je vais vous dire maintenant. Monsieur Auquebon. Oui, Monsieur Fourage. Lors du dernier conseil municipal, vous m'avez traité de menteur. Pourtant, dans ce même règlement intérieur que vous nous proposez, il est dit que le maire lui-même veille à ce que les débats restent courtois. Jamais j'ai traité quiconque dans cette assemblée de menteur comme vous l'avez fait. Pour le coup, la moindre des choses, c'est que le premier magistrat de cette ville puisse au moins appliquer le règlement intérieur, mais en tout cas s'y conformer et avoir une vertu de l'exemple. Vous m'avez traité de menteur parce que j'ai osé dire que le règlement était illégal, et j'ai même dit, page 80 du procès-verbal, je considère qu'il était illégal, j'ai le droit de le penser. Et vous, j'ai dit page 80, je vous ai dit que le règlement intérieur est illégal et le sous-préfet l'a retoqué, ce n'est pas un mensonge. Vous me répondez, pas du tout, c'est encore faux. Il n'a rien retoqué à part un point. J'avoue que la relecture de ce texte m'a laissé perplexe. Il n'a rien retoqué à part un point. Qu'est-ce que ça veut dire, sinon qu'effectivement, le sous-préfet lui-même a considéré qu'il y avait une illégalité. D'ailleurs, dans sa lettre du 19 février 2021, il dit « L'article 14 de votre règlement intérieur, qui prévoit la possibilité d'ajouter un point à l'ordre du jour au plus tard 2 heures avant la séance, apparaît donc attaché d'illégalité. » J'allais dire que vous me reprochez de dire que le règlement lui-même serait illégal. Je vous dis que le sous-préfet le dit lui-même, et il l'écrit, ce qui est en cela, si vous voulez, quand même la moindre des choses d'une preuve que l'on pourrait éventuellement partager sans qu'on puisse s'envoyer à la figure un certain nombre d'injures, comme vous avez pu le faire. C'était la remarque liminaire sur ce dossier. Ensuite, vous avez dit, au mois de décembre, et d'ailleurs dans un argument qui consistait à dire « mais finalement, circuler, il n'y a rien à voir, j'ai repris votre règlement intérieur », vous avez dit au mois de décembre « il y a peu de modifications ». Eh bien, je ne ferai pas la lecture fastidieuse de toutes les modifications qu'il y a dans ce règlement intérieur, parce qu'il y en a énormément. J'en citerai quelques-unes.
l'article 7, par exemple. Dans l'article 7, eh bien, vous avez une modification qui est, en cas de configuration de la salle, peu satisfaisante. Alors, c'est d'autant plus truculent que vous mettez « les maires peuvent s'appuyer sur les dispositions relatives au huis clos ». Je ne savais pas, sauf à considérer qu'il y ait plusieurs maires au sein de cette assemblée, ce que vous avez d'ailleurs dit dans une tribune, que vous étiez le seul et unique, ce que personne ne vous conteste d'ailleurs. Mais je vous dirais simplement, lisez quand même votre règlement intérieur et soyez cohérent quand vous dites qu'il n'y a pas de modification, ou alors quand vous faites un copier-coller, faites un bon copier-coller, ça sera mieux pour tout le monde. On pourrait prendre aussi l'article 15, par exemple, où vous avez modifié un certain nombre d'éléments, où vous avez enlevé, par exemple, où il était dit qu'il était interdit d'avoir un caractère diffamatoire et des propos racistes, vous avez enlevé le mot raciste. Pourquoi ? On pourrait se poser longuement la question. Vous rajoutez également un article sur la RGPD, dans l'article 12. Très bien, mais on pourrait aussi poser un certain nombre de questions sur ça. Vous mettez dans l'article 20, vous enlevez dans l'article 20 le fait qu'un conseiller municipal puisse éventuellement demander une suspension de séance. Ça l'était dans le règlement intérieur autrefois, ça ne l'est plus dans celui-là. Donc vous voyez, sur cet argument qui consistait à nous dire, et à me dire ou à m'objecter, je n'ai rien changé, c'est pareil, on pourrait continuer. Il y a une litanie encore assez longue que je pourrais faire, mais je vais vous épargner sur ce point-là. Le troisième point que je voulais développer, c'est les points illégaux. Alors, dans les points illégaux, je me rappelle d'une interpellation de Mme Virac-Grillo sur cette question, mais qu'en est-il ? Il y en a tellement que je vais en prendre quelques-uns. Et comme vous m'avez fortement invité à faire finalement ce recensement, et surtout, ça fait plusieurs fois que je vous demande que nous puissions travailler tous les groupes, travailler ce règlement intérieur ensemble, afin qu'il soit à la fois conforme à la légalité, mais aussi dans une certaine dimension de rassemblement et de discussion ou de discussion sereine au sein du conseil municipal. Alors, comme vous y refusez, d'ailleurs, vous avez dit à ce propos une formule assez extraordinaire, que vous n'aviez pas de temps à perdre avec moi sur cette question. Malheureusement, le temps, vous nous le faites perdre après, on aurait pu le gagner avant si on avait eu cette concertation sur ce sujet. Alors, puisque vous voulez qu'on rentre dans la logique de l'illégalité du règlement, on va y venir. Vous avez dit d'ailleurs l'autre jour, l'autre conseil, mais s'il est illégal, vous n'avez qu'à attaquer. Et vous avez dit que le sous-préfet n'avait pas reconnu l'aspect illégal des choses. Moi, j'ai envie de vous répondre, Monsieur Haugbon, si vous considérez que le sous-préfet a tort, passez outre. Et attendez simplement la dernière phrase du sous-préfet dans sa lettre, dans son courrier, qui vous dit simplement « Je vous précise que cette présente correspondance constitue un recours gracieux prolongeant le délai qui m'est imparti pour déférer un acte devant le tribunal administratif. Si vous vous sentez si fort, passez outre l'opinion et la vision du sous-préfet. Et ne renvoyez pas aux autres un certain nombre d'arguments. Sur les points illégaux, alors, on peut prendre, par exemple, le nombre de questions orales. Le règlement intérieur le limite à 4. Eh bien, j'ai ici une jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Versailles qui précise que le droit du conseiller municipal de poser les questions orales est un droit personnel et ne pourrait par suite être légalement limité à 3 questions par la liste présente au conseil municipal. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette remarque, elle est issue du règlement intérieur qui est mis en ligne par l'Association des maires de Vendée. Je vous invite à vous y reporter ou, si vous avez besoin, je vous mettrai le document. Donc, premier élément, nombre de questions orales dans notre règlement intérieur limité à 4. Dans la réalité, Cour d'appel administrative de Versailles, plus l'Association des maires, eh bien, il n'y a pas de limitation possible.
Deuxième élément, le temps de parole. Alors là, l'article 15, qu'est-ce qu'il nous dit, l'article 15 ? L'article 15, il dit, au-delà de 5 minutes, le maire peut inviter l'orateur à conclure brièvement, sinon il est mis fin à son intervention. Eh bien, qu'est-ce que nous dit la jurisprudence ? Eh bien, la jurisprudence, notamment commune de Taverny, nous dit une jurisprudence assez intéressante parce que, en l'occurrence, c'était 6 minutes. 6 minutes. Là, on est à 5. La jurisprudence de la commune de Taverny dit qu'en limitant à 6 minutes le temps de parole des conseillers municipaux s'agissant de ces affaires, la commune de Taverny, le conseil municipal de Taverny, a méconnu le droit d'expression des conseillers municipaux. Nous sommes à 5. Ici, c'est 6. Vous voyez bien que qui peut le plus, peut le moins. Donc, temps de parole limité, pareil. Commune de Taverny, Cour d'appel de Versailles, du 30 décembre 2004. Le débat d'orientation budgétaire. Eh bien, le débat d'orientation budgétaire, là aussi, limité à 15 minutes. Mais, vous me direz, on pourrait éventuellement se poser cette petite question. Mais, qu'est-ce que nous dit, pour le coup ? Alors, ça, c'est la Cour administrative d'appel de Paris, qui nous dit, considérant qu'en estimant que ces dispositions, en tant qu'elles limitaient à une intervention par groupe la discussion d'une délibération et interdisait à l'un de ses membres déjà intervenus de reprendre la parole, portait atteinte au principe selon lequel le conseil municipal règle par ses délais patati patata. Donc, débat d'orientation budgétaire, pas de limitation, en tout cas pas à ce niveau-là ou pas de cette manière. Ensuite, vous avez émis, et là aussi vous nous avez dit qu'il n'y avait rien de nouveau. Mais si, il y a des choses nouvelles. Là encore, la preuve. Article 19. Vœux ou motions. Ça n'existait pas dans le règlement intérieur autrefois. Et vous nous dites que le conseil municipal peut émettre des vœux ou des motions dès lors qu'ils comportent un intérêt local, mais qui n'entrent pas dans les compétences de la ville de Fontenay-le-Comte. Très bien, rien à dire. Tout vœu ou toute motion doit être écrit, signé et transféré par courriel à l'administration générale au moins 10 jours avant la séance du conseil municipal, afin de les diffuser à l'ensemble des conseillers municipaux avec la convocation du conseil. Si les circonstances le justifient, le maire peut décider d'inscrire à l'ordre du jour les vœux ou motions déposés après ce délai. Eh bien, sur la question, justement, du temps, réponse ministérielle de la cohésion, du ministère de la Cohésion et des Relations avec les collectivités territoriales, JO du Sénat du 4 juin 2020. Et vous voyez bien, quand je vous disais qu'il y avait des évolutions jurisprudentielles et qu'il fallait parfois les prendre en compte. En voilà une preuve. Eh bien, il a été considéré qu'un délai de 72 heures pour déposer des questions orales était trop long et qu'on pouvait 48 heures dans la jurisprudence, c'était bien, et qu'une journée, c'était plutôt acceptable. Pour les vœux, vous nous mettez 10 jours. Parallélisme des formes et des circonstances, je suis persuadé que là aussi, on aurait beaucoup de choses à pouvoir dire. Ensuite, le droit d'expression écrite. Là aussi, c'est assez intéressant de regarder ce que nous disent les articles. Eh bien, premier élément, et ça figure dans le dossier, dans le règlement intérieur, vous nous évoquez l'article L21-21-27-1 du Code général des collectivités territoriales. Et qu'est-ce que nous dit cet article ? Il nous dit tout simplement que lorsque l'on parle du droit d'expression et du droit d'expression écrite, on prend en compte tous les supports. Et pas forcément que le bulletin municipal, on prend aussi en compte le site Internet ou la page Facebook. Il est dit, dans les communes de plus de 1000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le 1, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous dit d'ailleurs le règlement intérieur qui est mis en ligne par l'Association des maires de Vendée que, eh bien justement, il insiste sur le dernier alinéa de cet article 21-27-1. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal.
J'avais adressé en son temps à votre prédécesseur le fait qu'il fallait régler cette question de la page Internet et du site, et de la page Facebook et du site Internet. On m'avait renvoyé gentiment dans mes 22, mais là aussi, je vais vous prouver, si vous le souhaitez, que l'évolution de la jurisprudence est très claire. Cour administrative d'appel de Versailles, 2e chambre, 12 février 2015. Il est le règlement intérieur de la commune de Rosny-sous-Bois. De la commune de Rosny-sous-Bois est, jugé illégal parce que, justement, il n'a pas été pris en compte la définition des autres moyens d'expression écrite que la commune pouvait utiliser, à savoir le site Internet et la page Facebook. Si on en revient aussi à cette dimension de cet article sur le droit d'expression des conseillers municipaux, il y a l'autre notion qui est celle de l'espace qui doit être réservé équitablement à l'ensemble des groupes. Alors, et dans votre article 26.2, vous dites que le nombre de caractères pour chaque groupe est autant que possible proportionnel au nombre de ses représentants. Vous avez d'ailleurs mis au nombre de ses représentants, mais la jurisprudence là-dessus peut dire aussi que c'est aussi au nombre de voix qui ont été obtenues par les différentes listes. Alors, si on regarde dans votre règlement intérieur, si on regarde les choses, vous prévoyez 4000 signes d'expression des élus. 4000 signes d'expression des élus, c'est-à-dire 2650 pour votre liste, 850 pour la mienne et 500 pour la liste de Mme Vera-Grillo. Si on fait un petit pourcentage, puisque c'est de la proportionnelle, vous obtenez donc 66% des caractères. Nous en obtenons, ma liste, 21%. Et c'est celle de Mme Vera-Grillo, 12,5%. Si on regarde les résultats aux élections, vous obtenez 44,13%. Nous obtenons 43,15%. Mme Vera-Grillo, 12,71%. Alors, je me suis amusé à calculer au regard de cette dimension, si on prenait la vraie proportionnelle, celle des urnes. Eh bien, la vraie proportionnelle des urnes nous donnerait les résultats suivants. Vous auriez 1892 signes, nous en aurions 1720, et Mme Vera-Grillo en aurait 508. Elle en a 500, 508. Pourquoi pas? Mais votre manœuvre consiste bien évidemment à faire en sorte que notre groupe ne soit pas tout à fait véritablement bien représenté dans ce système. Je précise d'ailleurs que le journal de la ville, c'est vous qui l'écrivez, il met en œuvre déjà vos réalisations et que donc, par voie de conséquence, on peut considérer que le résultat proportionnel tel que vous l'avez interprété ou tel que vous l'avez mis en place n'est pas tout à fait conforme à ce que l'on pourrait considérer dans la jurisprudence et un certain nombre de textes en la matière. Enfin, ou presque enfin. Eh oui, mais écoutez, on vous a écouté sur un certain nombre de sujets, vous pouvez nous écouter sur celui-là, qui est quand même un sujet important, puisqu'il concerne le règlement intérieur de notre Assemblée, à moins que ça n'intéresse que ceux qui ont envie d'être intéressés par ces questions-là. Alors, vous évoquez dans l'article 26.1, et là aussi, sans doute dans cet article 26.1, qui, notamment dans l'alinéa 2 et 3, vous avez touché à rien, sauf que vous avez touché l'alinéa 2 et 3. Vous avez mis des alinéas 2 et 3 qui sont nouveaux. Et vous mettez, pour les groupes minoritaires, en période électorale, l'utilisation du local qui est lié à l'exercice du mandat électif reste soumise au même régime, y compris en ce qui concerne l'accès des habitants. En tout état de cause, la mesure n'a pas pour objet d'attribuer au groupe une permanence électorale, ni une salle pour la tenue des réunions publiques. Remarquez,
quand on voit comment vous pouvez vous-même utiliser le bureau du maire pour vous faire photographier dans un journal de propagande électorale, on peut imaginer qu'un certain nombre d'habitants y ont accès et suivez mon regard. Mais c'est peut-être par expérience que vous avez effectivement écrit ça. En attendant, nous, on vous demande une simple chose. Moi, je ne veux pas rester dans une certaine ambiguïté et être soumis à des interrogations par rapport à ça. Nous avons aujourd'hui un local où nous recevons des habitants. Et je ne voudrais pas qu'au regard de ce qui est écrit ici aujourd'hui dans ce règlement intérieur, on puisse considérer dans une période ultérieure que nous utilisons ce local en termes de permanence électorale ou lorsque nous recevons des habitants. Donc je vous demande expressément de changer en tout cas le mode des permanences que nous pouvons tenir, et nous souhaitons un local près de l'accueil, en tout cas nous permettant près de l'accueil de recevoir les habitants le samedi matin, pour éviter toute ambiguïté par rapport à ça et éviter toute confusion dans l'esprit des uns et des autres, en tout cas pour éviter quelque part aussi ce que l'on pourrait considérer éventuellement comme conflit d'intérêts. Ce n'est pas acceptable de pouvoir effectivement être sous l'enjeu d'une ambiguïté en la matière. Et puis, vraiment là pour terminer, vous avez dit l'autre jour, alors je vais essayer de le retrouver, c'était au sujet du dossier que Mme Vera-Grillo avait soulevé autour du courrier, en tout cas de M. Autant. Et vous nous avez répondu que les courriers, alors je retrouve, désolé, ça y est, je vais le retrouver, vous nous avez répondu, page 24 du procès-verbal du 16 mars 2021, nous sommes à la fin de ce projet. J'ai rencontré M. Autant au moins 5 fois. Sur le coup, je l'ai eu au téléphone, il n'est pas tout à fait d'accord avec vous, ça c'est une autre histoire. Effectivement, il a renvoyé un courrier il n'y a pas très longtemps. Je n'envoie pas tous les courriers que je reçois à tous les conseillers municipaux. Sauf que, il est donc logique que je ne l'ai pas envoyé, pas plus qu'aux autres, sans doute, il doit y avoir une erreur de frappe dans le PV du conseil municipal. J'ai ici une réponse du ministère de la Cohésion des territoires et de la relation avec les collectivités territoriales en date du 18 avril 2019, qui dit la chose suivante. Le Conseil d'État a jugé que l'instruction donnée au service de la mairie de procéder à l'ouverture systématique des plis adressés aux élus municipaux sans qu'il soit fait de distinction entre les catégories de courriers, sans le consentement préalable, ça c'est une autre histoire, portait une atteinte grave et illégale au secret des correspondances. Par conséquent, les courriers adressés aux conseillers municipaux, qu'ils soient déposés à la mairie ou envoyés par voie de postale, ne peuvent être ouverts par le service courrier. En outre, celui-ci est tenu, c'est ça qui est intéressant, celui-ci est tenu de transmettre aux élus destinataires. Et donc, nous aimerions bien voir figurer dans le règlement intérieur cette disposition qui pourrait être aussi respectueuse des droits de la minorité. C'est-à-dire que lorsque vous recevez un courrier qui est du style « Monsieur le maire et les conseillers municipaux », et nous sommes conseillers municipaux de plein exercice, eh bien, nous ne soyons pas effectivement, comme vous l'avez indiqué, nous ne soyons pas destinataires des choses. C'est la moindre des, pas des courtoisies, mais en tout cas du respect de la réglementation, et nous souhaiterions donc que cet élément soit pris en compte. Voilà. Ce ne sont que quelques informations ou quelques remarques que je pouvais faire sur ce règlement intérieur. Je pense qu'il est temps, et c'est encore temps, qu'on puisse en discuter sereinement autour d'une table, avec les propositions que j'ai pu vous faire, avec les éléments que j'ai pu effectivement soulever, et surtout, n'est pas me répondre que les autres points ou les points que j'ai pu soulever
le sous-préfet ne les avait pas soulevés, donc ils étaient légaux. Je pense que ni vous ni moi pouvons considérer qu'effectivement, ça soit tout à fait le cas. Et j'aimerais, peut-être d'une manière solennelle, que nos débats soient plus centrés sur le fond que sur la dimension de la forme, et que nos débats soient plus basés sur la réflexion plutôt que les invectives personnelles. Merci. Merci, Monsieur Fourage. Vous avez terminé. Écoutez, c'est votre avis. Mais quel mépris à l'égard du contrôle de légalité. Je veux dire, le contrôle de légalité n'aurait pas vu tout ça. Oh là 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 là, mais heureusement. Merci, Monsieur le professeur, d'avoir été là ce soir. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans vous? Alors, je vais vous dire, nous ne changerons pas ni un point, ni une virgule au règlement qui vous est proposé ce soir. Nous allons délibérer, qu'il vous en déplaise ou pas. Et s'il vous déplaît, écoutez, il y a des tribunaux. Je sais que vous aimez contester et les élections et les affaires courantes. Vous avez bien le droit de le faire. Je vous propose donc de passer au vote. Donc, qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? Merci, le rapport est adopté, ce qui ne nous empêchera pas, évidemment, de prendre en considération vos remarques, Monsieur Bertin, Madame Vérague, évidemment. Et je laisse la parole à Madame Drouin pour la modification du tableau des effectifs. Je vous remercie. Alors, le tableau des effectifs est modifié sur 2 points. Les avancements de grade. Les avancements de grade sont définis chaque année en accord avec les chefs de service, les directeurs, le directeur général des services et le maire. Les grades d'avancement sont créés au tableau des effectifs afin de pouvoir nommer les agents dans l'année, selon les lignes directrices de gestion définies par la ville et notamment les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. Donc, au 1er mai 2021, on crée 8 postes pour les avancements de grade pour les agents concernés. Et au 1er décembre 2021, on supprimera les postes qu'ils ont actuellement. Le deuxième point sur la modification du tableau des effectifs concerne la réintégration d'un agent. Afin de réintégrer un agent animateur maintenu en disponibilité, il est procédé à des créations et suppressions de postes au tableau des effectifs afin de pouvoir effectuer les démarches administratives obligatoires au vu du statut de la fonction publique territoriale. Donc, cet agent était animateur. Après échange sur son projet professionnel et sa carrière, il était sur un grade d'animateur à temps non complet à 23 heures hebdomadaires. Il sera donc recruté sur un poste d'agent de propreté urbaine sur le grade d'adjoint technique à temps complet. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les modifications du tableau des effectifs suivant les éléments que je viens de vous donner. Merci, Madame Drouin. Avez-vous des questions sur cette délibération? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté. Toujours, non, c'est pas Madame Drouin, c'est Madame Quignot, Mademoiselle Quignot, qui va nous parler de l'accueil de personnes volontaires en service civique au service culture à médiathèque. Merci. Le service civique est un dispositif instauré par la loi numéro 2010-241 du 10 mars 2010, dont le décret numéro 2010-485 du 12 mai 2010 vient encadrer les dispositions. Il s'inscrit dans le Code du service national. Le contrat de service civique n'est pas un contrat de travail. Il doit être signé avant le démarrage de la mission selon les conditions et modalités suivantes. Le temps de travail représente au moins 24 heures hebdomadaires. Il donne lieu à une indemnité correspondant à 36,11% de la rémunération mensuelle adhérente à l'indice brut 244 de la fonction publique, soit 522,87 € bruts versés directement par l'État aux volontaires, ainsi qu'à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale par l'État. L'organisme d'accueil verse aux jeunes une indemnité complémentaire pour les frais d'alimentation et de transport, correspondant à 7,43% de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique, soit environ 107,58 € net en nature, par virement bancaire ou en numéraire. Un tuteur doit être désigné au sein de l'organisme d'accueil.
Il sera chargé de préparer et d'accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. Une formation civique et citoyenne doit être dispensée par l'organisme d'accueil, comprenant de manière obligatoire une formation aux premiers secours. Au regard de ces modalités, il est donc proposé de solliciter un agrément pour un volume maximum d'une mission de service civique dans le domaine de la culture au sein de la médiathèque. Cette mission porterait sur les objectifs suivants: travailler sur le thème de l'intergénérationnalité en lien avec les différentes sections et animations, proposer des activités pour une médiathèque participative et citoyenne, développer des actions auprès des publics, politique de la ville, quartier prioritaire. Il est donc proposé au conseil municipal de décider de mettre en place le dispositif du service civique pour une mission de service civique dans le domaine de la culture pour un temps de travail de 35 heures hebdomadaires au sein de la médiathèque, d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat d'engagement du service civique avec le volontaire selon le modèle annexé à cette présente délibération, d'adopter le montant de la prestation mensuelle à verser aux jeunes volontaires retenus pour les missions de service civique, donc 7,43% de la rémunération afférente à l'indice brut 244, donc soit 107,58 € au 1er janvier 2021, et de préciser que les crédits sont suffisants. Merci, Mme Alquignou. Avez-vous des questions sur cette délibération pour accueillir personne au service civique? Non. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté. Je vous informe également que j'ai demandé au DRH et au directeur général de pouvoir travailler. On vous proposera une délibération pour pouvoir accueillir, j'espère à l'automne, en tout cas des jeunes en apprentissage. C'est des choses qu'on n'a pas forcément à la mairie de Fontenay-le-Comte. Pendant cette crise, on s'aperçoit évidemment, bien sûr, on a tous une pensée pour nos aînés, mais on peut avoir une pensée aussi pour notre jeunesse. Et donc, j'ai demandé ce qu'on puisse intégrer au sein des effectifs de la collectivité de jeunes apprentis. On ne peut pas le faire aujourd'hui, d'abord parce qu'on ne l'a pas décidé budgétairement et qu'on ne l'a pas décidé au niveau juridique. Donc, on délibérera prochainement dans ce sens, peut-être en juin si c'est prêt, ou au mois de septembre. Voilà. J'avais en fait, dans l'empressement, j'ai oublié une délibération. Donc, c'est la 13 qui concerne le poste de manager de centre-ville, et c'est Madame Drouin. Donc, dans le cadre du départ d'un agent au sein de la direction du département territorial, il est donc proposé le recrutement d'un manager de centre-ville. Donc, ce poste peut être financé à hauteur de 20 000 € par an pendant 2 ans par la Banque des Territoires et dans la limite de 80% du coût du poste. Il est donc proposé un recrutement suivant le profil et les missions qui sont exposées sur la délibération. Donc un niveau de recrutement, formation supérieure, Bac+2 à Bac+5 dans le commerce. Les missions principales du manager de centre-ville, donc définition de la politique de développement commercial, amélioration et développement de l'offre, valorisation, promotion du centre-ville, etc. Et le profil, maîtrise des notions budgétaires, des outils informatiques, une aptitude à la conduite de projets transversaux, à anticiper les situations difficiles, sens de l'initiative, du service public et goût prononcé du travail en équipe. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à recruter un agent non titulaire de droit public à temps complet pour la période concernée et à signer le contrat de travail et à intervenir avec une rémunération calculée par référence à un indice brut de l'échelle indiciaire du grade de rédacteur territorial avec prime et indemnité suivant le profil et les missions principales précisées auparavant, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents à intervenir pour bénéficier du financement. Merci. Avez-vous des questions sur cette délibération pour le poste de manager de centre-ville? Oui, Madame Verhaeghe. Je vous remercie, Monsieur le maire. Cette délibération indique que le recrutement se fait suite à un départ d'un agent. Or, nous avons vu dans le plan Action Cœur de Ville, l'affiche Action numéro 9, où il était noté le recrutement d'un manager de commerce afin de renforcer l'équipe. Ce recrutement était prévu pour la fin de l'année 2020 et il se présentait de la même façon avec un cofinancement ville-CDC à hauteur de 20 000 € sur 2 ans. Et dans un plafond de 80%. Donc là, nous voulions savoir si c'était, de quel recrutement il s'agissait, si c'était le même ou s'il y en avait un deuxième de prévu. Voilà, je vous remercie.
Alors là, il s'agit surtout de remplacer un agent qui se met en disponibilité, qui travaille effectivement au service commerce, donc de remplacer déjà cet agent, mais qui est en disponibilité, donc qui pourra peut-être revenir également. Et on travaille sur peut-être un renforcement dans le cadre de l'ANRU et de Cœur de Ville, effectivement, peut-être à quelqu'un qui arriverait peut-être en fin d'année en plus, parce qu'aujourd'hui les dossiers sont quand même conséquents. Donc voilà, mais là pour l'instant, il s'agit effectivement de remplacer quelqu'un qui se met en disponibilité. D'accord. Ce qui veut dire que ce que nous avons vu dans l'action Cœur de Ville, c'est encore possible. Oui, bien sûr. C'est ça. D'accord. Il y a encore la possibilité de recruter un second agent, c'est ça? Non, c'est ce poste-là. C'est ce poste-là qu'on anticipe. C'est ce poste-là qu'on anticipe. D'accord, pardon. Et peut-être on renforcera l'équipe à la fin de l'année, puisqu'on a plusieurs sujets. Il peut y avoir des sujets sur un conseiller numérique. Il y a certains sujets, mais sur le pôle développement territorial, compte tenu des sujets Action Cœur de Ville, ANRU et effectivement centre-ville, il y a des vrais sujets. Donc on est toujours partagé parfois entre faire les études, les faire nous-mêmes effectivement. Donc dans les services actuellement, ça sature un petit peu. Donc c'est vrai qu'il faut du renfort. Donc, pour l'instant, on compense quelqu'un qui s'en va, mais on sera peut-être amené à délibérer prochainement pour conforter l'équipe. Voilà. En tout cas, c'est bien le poste qui était dans le dossier Action Cœur de Ville, voilà, qu'on anticipe. Je ne sais pas du coup si on a délibéré. Non, je sais pas, on n'a pas délibéré. Donc je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est adopté. Et je propose de laisser Monsieur Biret pour le rapport annuel sur l'état d'avancement de la mutualisation et de ses perspectives 2021. Merci Monsieur le maire. Chaque année, le président de la communauté de communes établit le rapport sur la mutualisation des services. Et ce rapport est transmis aux communes qui doivent se prononcer dans le délai de 3 mois suivant l'envoi par la communauté. Pour une bonne compréhension de cette mutualisation, je voulais vous apporter quelques précisions, parce que la mutualisation au niveau de la communauté de communes se situe sur 3 axes principaux. Il y a d'abord les services qui sont mutualisés entre la communauté de communes et la ville, qui sont les plus anciens. Dans ces services-là, vous avez les finances, les ressources humaines, le service achat, la direction des services informatiques, le bureau d'études, le service de la commande publique et le service prévention-sécurité. Vous avez ensuite un deuxième volet, c'est le service mutualisé entre la communauté de communes, la ville, d'autres communes et les communautés de communes voisines. C'est le service ADS droit des sols, qui est un service qui est mutualisé sur un périmètre beaucoup plus large. Et donc la ville est concernée par cette mutualisation aussi. Et d'autres services qui sont mutualisés entre la communauté de communes et la communauté de communes Vendée-Sèvres-Otise, c'est le service économique et le service santé. Je précise que le système d'information géographique n'est pas un service mutualisé, mais c'est un service commun, puisque la communauté le finance toute seule. Donc il vous est demandé aujourd'hui de donner un avis favorable à ce rapport que vous avez en annexe du dossier. Pour ce qui concerne les perspectives pour l'année 2021, les seules perspectives énoncées, c'est une phase d'évaluation des mutualisations passées, de manière à préparer la révision de ce schéma de mutualisation pour la fin du mandat. Donc, il vous est demandé d'approuver ce rapport. Merci, Monsieur Biret. Avez-vous des questions sur ce rapport? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention. Merci. Adopté. Monsieur Verdon, délibération sur la clôture de la régie de recettes de la police municipale et cessation de fonction des régisseurs. Merci Monsieur le maire. Donc, c'est une délibération qui fait suite à la mise en place du PVE électronique sur la ville de Fontenay-le-Comte par la police municipale. Donc il s'agit d'arrêter une régie qui avait été instituée le 9 juillet 2009 et donc d'émettre un avis favorable à la suppression de la régie de recettes d'État et de solliciter la préfecture de la Vendée pour clôturer la régie de recettes de l'État. Merci. Des questions sur cette clôture de régie? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté. Toujours Monsieur Verdon pour l'aire de camping-car, remboursement. Donc là, il s'agit d'une demande de 2 personnes qui étaient sur l'aire de camping-car
le 2 février 2021, lorsque, effectivement, suite à des risques importants d'inondation, la gendarmerie nationale a demandé à 2 camping-caristes de quitter les lieux. Voilà, tout simplement. Et donc, vu qu'ils n'ont pas pu bénéficier de 3 nuitées qu'ils avaient prépayées, il est demandé le remboursement donc à hauteur de 25,50 € par camping-cariste. Merci. Des questions sur ce remboursement? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est adopté également. Et je laisse la parole à Madame Memto pour les subventions secteur sauvegardé, pour 3 subventions. Oui, merci Monsieur le maire. Eh bien, il s'agit de 3 demandes de subventions pour travaux en secteur sauvegardé. Ces 3 dossiers ont été présentés en commission. Ils répondent aux critères prévus. Et donc, je vous propose d'accorder ces subventions à ces 3 dossiers pour un total de 8 000 €. Merci. Même tout pour votre complète information en commission, il avait été présenté un 4e dossier, donc qui a été retiré. Voilà, parce qu'après vérification, Madame Chevalier, je crois, de mémoire, il s'agit qu'elle pourrait bénéficier des 4 000 € par rapport à ses revenus. Donc on représentera à la prochaine commission urbanisme son dossier, donc on sera amené à redélibérer, mais elle pourrait bénéficier des 4 000 plutôt que les 2 000. Il s'agit de la maison, vous savez, rue Tiraco, qui est en train de se refaire actuellement, qui en a grandement besoin. Voilà. Donc je vous propose de passer, s'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté. Et je laisse la parole à Madame Drouin concernant l'exercice 2021, fiscalité directe locale, vote des taux. Donc, conformément aux dispositions de l'article 1639A du Code général des impôts, la date limite de notification aux services fiscaux des taux de fiscalité directe locale par les collectivités locales est fixée au 15 avril. Donc, la loi de finances 2020 prévoit la suppression de la taxe d'habitation au 1er janvier 2021. À compter de cette date, les communes cessent donc de percevoir le produit de la taxe d'habitation et se voient transférer en compensation la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties. Pour garantir cette compensation, la loi de finances 2020 met en place un mécanisme de correction. Donc, vous avez sur la délibération 2 points. Le premier point concerne les bases. Donc, les bases effectives de 2020 pour la taxe d'habitation, donc, elles sont supprimées. Sur le foncier bâti, les bases prévisionnelles 2021 seront de 18 172 000 € contre 18 886 450 € en 2020. Et sur le foncier non bâti, les bases passent de 231 436 € à 225 800 €. Concernant les taux, donc vous avez l'historique des taux, taxes d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti. En 2020, ils étaient respectivement de 14,51%, 25,34% et 53,74%. Donc en 2021, le taux de taxe d'habitation disparaît. Il est compensé par le foncier bâti du département pour le taux de 16,52%. Donc ajouté au foncier bâti de la ville, on aura un taux de foncier bâti en 2021 global de 41,86%. Et pour le foncier non bâti, on reste à 53,74%. Donc le produit attendu pour 2021, pour le foncier bâti, ce sera 7 606 799 €. Et pour le foncier non bâti, 121 345 €, donc un total de produit de 7 728 144 €. Donc à ces recettes, il y a des correctifs. La ville perçoit de l'État et donc une dotation de compensation de taxes d'habitation pour les résidences secondaires qui s'élève à 205 752 €. Le foncier bâti est donc transféré à la ville. Il était autrefois perçu par le département. Cela se traduit donc par l'ajout du taux du département, comme je vous disais, de 16,52% au taux de la ville de 25,34%. Il y a un écrêtement du foncier bâti de 99 990 €, car la recette nouvelle qui était liée au transfert de la part du département est supérieure à la recette qui aurait été perçue au titre de la taxe d'habitation des résidences principales.
Le foncier non bâti lui reste au même niveau que 2020. Les bases fiscales du foncier bâti n'ont pas été revalorisées. Donc le produit attendu pour l'année 2021 sera de 8 207 525 €. Il était en 2020 de 8 152 787 €. Donc il est proposé au Conseil municipal de fixer le taux de fiscalité directe locale 2021, donc pour le foncier bâti à 41,86% et pour le foncier non bâti à 53,74%. Et donc d'approuver les produits estimés de la fiscalité directe locale 2021 pour le foncier bâti à 7 606 799 € et pour le foncier non bâti à 121 345 €. Merci. Madame Drouin, avez-vous des questions sur cette délibération? Oui, Monsieur Macor. Non? Ah, micro. Voilà. Couper et relancer peut-être une fois. Voilà, c'est bon. Ça doit marcher. Oui, donc nous pensons que ce serait le moment de baisser ce taux du foncier bâti. En effet, il avait augmenté donc de 3,5, ce qui faisait 16%, si ramené en pourcentage donc en 2018. Donc 2018, si on calcule, ça fait un peu plus de 2 millions d'euros d'impôts cumulés, d'impôts fonciers cumulés supplémentaires qui ont été prélevés donc sur les Fontenaisiens. Donc à l'époque, on nous avait donné comme argument donc un autofinancement net négatif si on ne le faisait pas. Aujourd'hui, on voit que c'est plus le cas et on a de la marge pour cette baisse de taux. On m'avait également opposé le fait qu'il y avait une baisse finalement du coût du ramassage des ordures ménagères. Or, on s'aperçoit que depuis 2 ans, le montant, donc la taxe de ramassage des ordures ménagères a augmenté. Ça va encore augmenter cette année. Donc, globalement, l'argument ne tient plus aujourd'hui. À cela s'ajoute l'augmentation de l'eau régulée. Et comment? Ah, ça capte mal. Oui, donc je parlais des augmentations, donc de la redevance sur le ramassage des ordures ménagères, de l'abonnement de la facture d'eau qui augmente progressivement chaque année pour atteindre un montant plafonné, alors je ne sais plus combien exactement, et la redevance assainissement également qui va augmenter dans les prochaines années. D'autre part, ce serait une bonne chose pour ramener des habitants sur Fontenay, car on sait que les impôts locaux font partie des critères de choix des ménages quand ils choisissent leur lieu d'habitation. Donc pour toutes ces raisons, nous prenons une baisse des taux du foncier bâti. Merci, Monsieur Macor. Oui, Monsieur Bertin. Bien, mon intervention sera un petit peu différente de celle de Monsieur Macor. Tout d'abord, lorsque on a pris connaissance de la délibération, il y a une phrase là qui nous a fait un peu tiquer, enfin, dans son ambiguïté. Lorsque vous dites la loi de finances 2020 prévoit la suppression de la taxe d'habitation au 1er janvier 2021. À notre connaissance, c'est l'article 16 de la loi du 28 décembre 2019 qui prévoit cette suppression au 1er janvier 2021. Et puis, cette phrase, elle est ambiguë parce que suppression de la taxe d'habitation, elle n'est pas faite pour tout le monde. Elle est pour environ 80% de la population, comme chacun sait. D'accord ? Donc, puisqu'on on a reçu depuis hier quelques modifications de texte, si on supprimait cette phrase, ça pourrait lever cette ambiguïté. C'est-à-dire que vous laissez le premier paragraphe, et après, en supprimant cette phrase, ainsi, à comparer de cette date, les communes cessent de percevoir le produit de la taxe d'habitation. Parce que ça dépend si on se place du côté de la commune. Pour elle, la taxe d'habitation est supprimée, mais pour le contribuable, pour certains contribuables, ce n'est pas supprimé. Est-ce que je me fais comprendre sur ce point-là? Oui. Ce que me dit le directeur général, c'est la loi de finances pour 2020, avec l'effet sur 2021.
Mais on peut modifier ça, effectivement, oui, on peut rajouter. Enfin, je trouvais qu'on a trouvé un... Oui, non, mais d'accord. Pas de problème. Et ça serait bien de rajouter aussi, lorsque vous parlez de suppression de la taxe d'habitation, de préciser sur les résidences principales. D'ailleurs, tout à l'heure, Mme Drouin, dans le tableau, évoquait la ligne de 207 000... je vais la retrouver. 205 752. Voilà, qui était le produit, justement, des... Sur les résidences secondaires. Sur les résidences secondaires. Voilà. Et puis, il apparaît donc dans ce tableau ressources fiscales, sur la troisième ligne, allocation compensatrice et DCRTP. Dans cette dotation figure la taxe sur les logements vacants, je pense, notamment. Or, cette taxe, mise en place depuis quelque temps, provoque des réactions épidermiques aux contribuables qui reçoivent l'avis. Attendez. Certains se sont adressés à moi parce qu'ils ne comprenaient pas très bien le pourquoi de cette taxe sur les logements vacants. Or, il s'avère que ces contribuables-là sont allés rencontrer les services et ont ensuite bénéficié d'un dégrèvement. Donc la question qu'on peut se poser, cette taxe sur les logements vacants, ne serait-il pas mieux de la gérer en amont vis-à-vis des contribuables potentiels? Parce que, effectivement, pour diverses raisons, on trouve des motifs de dégréver cette taxe. Quelqu'un peut partir en EHPAD, donc laisser son logement libre, le mettre en vente, ne pas trouver preneur dans un délai d'1 an et se trouver redevable de cette taxe, par exemple. Autre exemple, certains ont des logements vacants qu'ils mettent en vente et qu'ils n'arrivent pas à vendre. Or, il se trouve que parfois, l'acte de vente arrive en même temps que la taxe. Donc, ça alourdit la procédure. Donc, effectivement, cette taxe, elle n'est pas très bien perçue. Je pense qu'une explication par rapport à ces gens concernés permettra éventuellement de simplifier certaines démarches. Voilà. C'est notre analyse de ce tableau. Et puis, au niveau des produits fiscaux, on retrouve, avec le coefficient correcteur, la recette qui était initialement perçue. Très bien, merci Jacques. Voilà, monsieur le maire. Bertin. Juste, on fera la modification sur la sémantique de la délibération. Juste, je crois qu'il y a deux choses, mais je pense que soit vous confondez ou on ne se comprend pas. Il y a la taxe sur les logements vacants. C'est pas nous qui avons la main, c'est les services fiscaux de l'État. Donc là, on peut rien y faire. Par contre, il y a la taxe sur les friches que nous avons instituée, la taxe sur les friches pour les locaux commerciaux, que tous les ans que nous avons institué, qui effectivement fait bouger un certain nombre de sujets. Et s'il y a bien quelque chose que je ne regrette pas, c'est de l'avoir mise en place. Parce que comme par hasard, il y a des bâtiments qui ont beaucoup bougé depuis 2-3 ans. Parce qu'évidemment, quand vous recevez une taxe, soit ça vous incite à vendre, soit ça vous incite éventuellement à louer. Et c'était bien ça l'objectif. Et effectivement, et c'est l'objet de la commission d'ailleurs tous les ans, quand effectivement les propriétaires viennent nous voir pour nous dire soit j'ai décidé de vendre, soit j'ai décidé de louer, et qu'on sent évidemment bien sûr qu'il y a une intention de faire les choses, évidemment on peut y déroger, en tout cas faire une exonération. C'est bien dans ce sens-là que travaille la commission depuis 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, 3 ans. Voilà. Donc il y a deux choses. Mais par contre, sur les logements vacants, nous n'avons pas la main, c'est bien le produit, c'est bien les services fiscaux, la DGFiP. Donc je ne confondais pas les taxes sur les friches et les logements vacants, je parlais bien des logements vacants. Oui, mais là, on n'a pas la main. Mais attendez, vous dites c'est les services fiscaux, mais lorsque les personnes s'adressent justement à la trésorerie, on leur demande de revenir vers la mairie. Non, j'invente pas. Pour justement voir quel est le dégrèvement. Moi, j'ai 2 exemples. C'est pour ça. Les dégrèvements appartiennent à l'État. Là, clairement, nous, on n'a pas la main. Enfin, ils peuvent venir nous voir, on leur fera cette réponse-là, mais c'est pas nous qui avons la main sur ça. Et pour là, on peut rien faire. J'ai des exemples. Ça marche. Très bien, merci. Je vous propose donc de passer au vote. Donc pour ces taux exercice 2021. Donc, qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Merci. Donc, adopté. Madame Drouin, concernant la décision modificative numéro 2, approbation.
Donc cette délibération modificative s'équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante. Donc section d'investissement 1 550 000 euros et section de fonctionnement 2 495 634 euros. Donc concernant la section de fonctionnement, en recettes, il y a les attributions de compensation pour 2 495 634 euros. Et donc en dépenses, une ligne de dépenses imprévues pour 900 000 euros, des reclassements de compte à compte entre les chapitres 011 et 65, et enfin un virement à la section d'investissement pour 1 550 000 euros. Concernant la section d'investissement, les recettes donc proviennent de la section de fonctionnement pour 1 550 000 euros. Et concernant les dépenses, il y a donc une ligne de dépenses imprévues de 138 460 euros. Une ligne construction, c'est le CTM phase 2 pour 800 000 euros. Une autre ligne construction pour le pôle des solidarités, 433 540 euros. Et puis différents reclassements encore entre les chapitres 20 et 21. Donc, concernant cette décision modificative, elle peut surprendre par son importance. Pourtant, elle s'explique néanmoins parfaitement. Elle tient exclusivement au fait que les investissements 2020 n'ont pas pu faire l'objet d'un report lors du budget primitif, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas engagés au sens juridique du terme. Donc, il s'agit principalement du centre technique municipal et du pôle des solidarités. Si nous avions procédé à un report, nous nous serions de facto mis dans l'illégalité. Comme vous le savez, ces investissements sont financés par des recettes de l'année 2020 qui, bien que sincères, n'ont pas été intégrés dans les comptes de l'année. Or, nous avons fait le choix d'intégrer uniquement des recettes certaines. Donc, je tiens à vous préciser que ce soir, il ne s'agit pas pour autant d'un budget supplémentaire que nous vous proposerons d'adopter en juin et qui reprendra bien sûr les résultats de 2020. Je conclurai simplement en insistant sur 2 points. La délibération de ce soir, elle ne traduit qu'un décalage technique dans le temps et les résultats de 2020 ne sont altérés en aucune façon, pas plus que la sincérité de nos comptes. Donc il est proposé au Conseil municipal de voter par chapitre cette délibération modificative numéro 2 au budget principal 2021 qui s'équilibre en recettes et en dépenses sur la section d'investissement 1 550 000 euros et sur la section de fonctionnement 2 495 634 euros. Merci. Madame Drouin, avez-vous des questions sur cette délibération concernant l'ADM ? Oui, je veux bien quelques précisions. Je n'ai pas tout à fait tout compris là-dessus, donc je comprends qu'il y a des problèmes de... cette somme-là, c'est une somme qu'on devrait percevoir sur 2021 ou sur 2020, c'est ma première question. Et est-ce qu'on peut considérer finalement que c'est une répartition anticipée du résultat de 2020, finalement ? Vas-y. Donc les 2 495 000, ce sont les attributions de compensation de la communauté de communes pour l'année 2020. Elles n'ont pas été intégrées au compte 2020 et donc elles seront reportées dans le budget supplémentaire qui sera voté au mois de juin. Donc elles ne sont pas dans le compte administratif. Non, voilà. Oui, monsieur. La question de M. Macor. Pardon. Monsieur Macor, vous aviez fini ? Je m'excuse, je ne vous vois pas en fait. Donc, finalement, la question de M. Macor illustre ma question du début du Conseil. Lorsque j'ai demandé est-ce qu'on va voter le compte administratif 2020, c'est justement en lisant cette DM qu'on pouvait se poser des questions, parce que comme on n'a pas connaissance des éléments de 2020, on a un peu de mal à comprendre les lignes qui sont écrites ici. Voilà, c'est pour cette raison que j'étais intervenu au début du Conseil. Très bien, merci. Je vous propose de passer au vote si vous n'avez pas d'autres questions. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc, c'est adopté pour la décision modificative. Et nous allons donc clôturer
avec Madame Dabin, qui va nous parler du renouvellement de la convention d'objectifs de financement entre la ville et la CAF de la Vendée pour le relais d'assistance maternelle. Donc, la CAF de la Vendée verse une prestation de service pour le fonctionnement du relais d'assistants maternels. Les critères et modalités de versement de cette prestation sont définis dans une convention d'objectifs et de financement passée entre la ville et la CAF de la Vendée. Celle-ci étant arrivée à échéance le 31 décembre 2020, il convient donc de la renouveler pour l'année 2021. Dans l'attente des conclusions de l'étude en cours sur le transfert du service à la communauté de communes du pays de Fontenay, Vendée, il est décidé de prolonger la convention CAF-Ville jusqu'au 31 décembre 2021. Merci. Avez-vous des questions? Cette délibération? Madame Roussillon, je crois? Non, non, je vois quelque chose qui clignote. Non, alors je pas sais du tout. Ah, je voyais. Non, mais c'est qu'il y a une lumière bleue, rouge. Non, qui clignote. j'ai eu mes réponses lors de la commission. Pardon, excusez-moi. Le micro se décharge. Ah, d'accord. Donc, je vous propose de passer au vote de cette délibération pour renouveler la convention d'objectifs avec la CAF pour le RAM. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, c'est adopté. Voilà, merci. Bonne soirée. Je vous rappelle juste prochain conseil, donc le 1er juin. Merci. Et bien sûr, les signatures, s'il vous plaît. Non, mais il n'y a pas de délibération. En fait...